BFM Business, BFM Patrimoine, la vie IMO. La vie IMO, comme tous les jours dans BFM Patrimoine avec Marie Cœur de Roy. Bonjour. Bonjour Vincent. Et bonjour Astrid Cousin. Bonjour. Vous êtes porte-parole de Magnolia.fr. Avec vous, on va se pencher sur l'assurance emprunteur. Marie va se joindre à moi pour vous interroger sur ce sujet. Vous nous proposez un petit jeu de questions-réponses aujourd'hui sur ce sujet. Première question, comment faire au moment de la négociation de son prêt pour dire à son banquier que je ne veux pas prendre son assurance? C'est délicat quand même. Alors c'est super délicat, d'autant que ça peut vraiment porter préjudice en fait à votre crédit. Donc le conseil en fait c'est vraiment d'en parler au début pour pas laisser votre banquier vous sortir déjà l'offre de prêt bien établie, etc. Parce que ça peut vraiment ensuite mettre du temps à ce qu'il dit pour qu'ils vous disent non mais attendez il faut que je refasse tout depuis le début, etc. Ouais. Donc voilà, le conseil c'est d'en parler au début. Donc on lui dit dès le départ plutôt que de lui laisser faire une offre alléchante. Exactement. Il faut dire je sais que j'ai la possibilité de. D'accord. Vous voyez un petit peu comment il réagit. Soit il est complètement fermé, vous dites ok, je prends la vôtre, pas de problème, etc. Soit il est ouvert et tant mieux. De toute façon, si vous devez prendre la sienne, l'assurance groupe bancaire, pas de problème, vous pouvez en changer dès le mois suivant. Donc il n'y a pas de souci. D'accord. Mon banquier peut-il me refuser l'emprunt si je ne prends pas son assurance? Oui. Ah ouais. Pourtant, oui. Non, c'est pas. Non, exactement. Logiquement, il y a une déliaison totale entre l'assurance et le crédit depuis 2010, mais il peut quand même vous refuser. Mais d'où l'intérêt, Astrid, de finalement ne rien dire, parce que là vous dites on peut en parler dès le démarrage, etc. Mais effectivement, le risque à en parler, c'est soit que le taux global, le taux d'intérêt global de mon crédit soit plus élevé qu'il ne l'aurait été si j'avais accepté de base de prendre l'assurance de prêt dans la banque. C'est quand même un sacré risque. Ou alors qu'elle ne me prête pas du tout l'argent et donc du coup j'ai pas mon crédit. Est-ce que finalement il vaut mieux pas la jouer un peu discrètement? Un peu quoi? Et un peu filou? Un peu filou et dire bon bah oui je prends tout, sachant que effectivement dès le mois suivant je peux m'en aller sur l'assurance de prêt ailleurs quoi. Bah ça va se faire au feeling en fait. Comme tout, quand on est en négociation. Tout dépend aussi si on est un client ancien ou si on veut cultiver une relation avec son banquier. Ce qu'on a au sein de la banque, est-ce que vous avez une assurance vie, est-ce que vous avez un PEL, est-ce que vous avez un livret, etc. Voilà, il faut aussi vous rendre compte de votre poids financier à vous et de l'importance que le banquier il va vous porter. C'est triste à dire, mais très souvent les délégations sont plus faciles sur les personnes qui empruntent beaucoup et qui ont des les meilleurs profils financières. Forcément sont un peu plus chouchoutés, on imagine bien. On permet de faire économiser finalement beaucoup à des très bons profils. Après, je pense que l'idée, c'est pas de dire écoutez, je sais qu'il faut faire ça, etc. Il faut dire alors pour l'assurance, comment on fait? Et puis voyez ce qu'il dit. Laissez la chose ouverte. Exactement. Autre question pour vous, Astrid Cousin. Est-ce que je dois prendre la garantie perte d'emploi malgré son coût? Ça coûte cher? Oui, ça coûte cher. La garantie perte d'emploi, ça peut doubler, tripler le coût de votre assurance. Ça peut aller de 0,15 à 0,60. Donc, sachant qu'une assurance emprunteur en délégation, c'est à peu près 0,10, 0,15 pour un couple de 40 ans. Voilà, donc ça peut vraiment doubler. Et la garantie perte d'emploi, les conditions pour l'activer, elles sont immenses. Elles sont très importantes. Il faut que vous soyez en CDI depuis au moins souvent 1 an. Il faut que vous soyez licencié souvent pour des motifs économiques, mais ça peut être aussi un licenciement à l'amiable, mais très souvent c'est quand même pour des raisons économiques. Vous avez des délais de carence qui sont importants. Elle s'active, je crois, c'est de 6 à 18 mois après l'obtention du crédit. Elle peut s'activer que pendant 18 mois d'affilée, pas plus de 36 mois sur la durée totale du crédit. Vous avez des délais. Donc dans les faits, ça fonctionne pas. C'est cher et c'est pas hyper avantageux. Quoi. Et même le jour où vous êtes au chômage, vous devez encore attendre 18 mois pour qu'elle s'active, ou 9 à 18 mois pour qu'elle s'active. Donc peu de gens l'apprennent finalement. Très peu de gens l'apprennent. Et pourtant, en ce moment, tout le monde pose la question. Donc l'idée, c'est vraiment de lire son contrat. Tout le monde se pose la question de savoir si ça vaut le coup de l'apprendre. Bien sûr, les gens ont peur de perdre leur emploi. Exactement. Donc je pense que ça va être un gros sujet, la garantie perte d'emploi. Je pense qu'elle va être de plus en plus chère d'ailleurs. Et je pense qu'elle va être de plus en plus prise. Mais j'imagine que demain, les assureurs ils vont essayer de faire une espèce de contrat un peu plus intéressant, souple, etc. Donc c'est à surveiller. Nouvelle question. J'ai plus de 60 ans. Ça, on s'en doutait. Pas encore. Mais mais si. Alors admettons, j'ai plus de 60 ans et je voudrais acheter un appartement au soleil. Mon âge va-t-il poser problème?
Il peut poser problème. C'est un rapport avec le soleil, mais bon, non. Mais parce que souvent, j'ai plus de 60 ans, je vais acheter, voilà. Voilà, vous voulez acheter votre résidence secondaire. Passer la retraite au soleil. Voilà, exactement. Comment la banque va réagir? Alors la banque, elle va bien réagir, parce que souvent les seniors, ils ont des bons profils financiers, ils ont déjà du patrimoine, ils ont déjà des placements, ils ont déjà plein de choses. En revanche, ils ont également souvent des problèmes de santé. Et donc, ça va être plutôt côté assurance que ça peut bloquer. Ils peuvent payer très cher en assurance. Ils peuvent aussi se voir refuser tout simplement leur emprunt parce que l'assurance ne peut pas les couvrir. Et voilà, donc c'est toujours possible. On a quand même de plus en plus de seniors propriétaires. Et jusqu'à quel âge on peut emprunter? C'est ça l'histoire aussi? On peut emprunter, alors... avec sa banque, on peut emprunter jusqu'à 70 ans, 75 ans maximum, parce que les assurances bancaires ne coupent pas jusqu'au-delà de 70 ans. Qu'est-ce qui reste comme durée? Eh ben, il reste ensuite prendre. Je veux dire, on peut prendre un crédit pas très long. Voilà, c'est ça exactement. Quand on emprunte à 70 ans. Ouais, d'accord. Et après, en délégation, ça coûte jusqu'à 90 ans. D'accord. Et au prix très fort, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un taux à 1,20. Ah ouais. Qui va être quasiment équivalent au taux de votre crédit. Mais bon, après, les taux de crédit sont tellement bas que voilà, pourquoi pas. Donc l'âge pose problème, il rend l'assurance emprunteur plus cher. Exactement. Logiquement. Hein. Ma banque ne veut pas couvrir mon prêt à cause de mon diabète. Comment faire? Alors là, les banques, il faut savoir qu'elles portent très mal le risque. Elles ne sont pas vraiment là pour ça. Elles vous prêtent l'argent, les banques, voilà, elles le font. Mais tout ce qui va être pathologie, problème de santé, profil, voilà, si vous êtes un profil à risque, la banque, elle peut vous dire, oh là là, attention, monsieur, je ne vais pas pouvoir. Donc, assez naturellement, vous allez vous tourner donc vers une assurance externe, donc vers un assureur externe qui va évaluer votre pathologie. Le diabète, il y en a 10 sortes. Non, il y en a 2 sortes, mais avec des niveaux très différents. Aujourd'hui, le diabète est couvert, mais vous pouvez en effet devoir payer 2, 3, 4 fois plus cher. Ou alors, ce qui va se passer aussi, et ce qui peut être dommage pour vous, c'est que vous allez être couvert sur tout, sauf sur votre pathologie. Ça, ouais. D'accord. Ouais. Voilà, donc il faut aussi accepter de prendre le risque, selon votre diabète, que si demain vous êtes arrêté pendant 3 à 6 mois, 1 an à cause de votre diabète, l'assurance ne prendra pas le relais. Mais est-ce que ça c'est un risque à prendre, mais pas que pour le diabète? Est-ce que finalement, quand on regarde le coût que va représenter l'assurance de prêt, est-ce que parfois vous conseilleriez de ne pas se couvrir contre ce risque-là, parce qu'autrement, effectivement, le coût de l'assurance est vraiment trop élevé? En fait, on ne peut pas choisir de ne pas être couvert sur sa pathologie. Alors, soit vous avez plusieurs décisions d'assurance et les assureurs vont vous dire bon, alors on peut vous couvrir sur ça, vous allez payer très cher, ou alors on peut ne pas vous couvrir. Nous, ce qu'on est obligé de conseiller, d'être couvert au maximum. On est obligé de le faire. Après, ça va être vraiment au bon vouloir de l'emprunteur, s'il a cette opportunité-là, de pouvoir être couvert sur tout, sauf sur son diabète, et de ne pas payer trop cher. Et ça, on peut avoir son crédit même si on n'est pas couvert sur une de nos pathologies? Oui, ça va dépendre des banques aussi. Ouais. Par exemple, il y a des banques qui vont pas vous couvrir si vous ne voulez pas être couvert si vous ne pouvez pas être couvert sur le burn-out, sur les maux de dos, etc. Elles peuvent me refuser le prêt si je refuse. Si vous avez eu un burn-out l'année d'avant, par exemple, ouais. Et que vous voulez emprunter et que l'assureur vous dit. C'est le secret médical, ça. Ah bah il y en a pas. Non, ça fait partie des. Ah oui, mais bon. Oui, mais bon. Enfin, ça fait partie des questionnaires de santé, des questions posées. Et par exemple, la banque peut vous dire attendez, vous n'êtes pas couvert sur le burn-out. C'est les MNO, les maladies non objectivables, exactement. Non, voilà. Donc le diabète, ça peut être pareil. Ils peuvent vous dire non. Mais bon, logiquement, il y a tellement de diabétiques en France. Notre chance. Et de burn-out. Voilà, comme les burn-out, que ça peut passer. Au pire, si c'est pas avec cette banque-là, ce sera peut-être avec une autre. Astrid Cousin, on a une actualité sur le sujet de l'assurance emprunteur. Le HCSF. Le HCSF. Le Haut Conseil de stabilité financière. Merci Marie. Impose aux banques d'inclure l'assurance de prêt dans le calcul du taux d'effort. Quelles conséquences de cela? Vous avez un petit calcul à nous montrer. Alors oui, donc en effet, je pense que Marie, vous avez dû en parler. Pas trop en fait. Pas trop. Alors le Haut Conseil de stabilité financière, en effet, il a émis des recommandations et il a dit 2 choses qui sont assez intéressantes. Que le taux d'endettement va être rehaussé à 35%, ce qui est une très 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 bonne nouvelle, surtout pour les primo-accédants. Donc non plus 33 mais 35 max. On passe de 33 à 35, ce qui change vraiment la donne. Et qui rallonge les durées de crédit sur les prêts différés, etc. Mais aussi surtout qu'aujourd'hui, l'assurance emprunteur doit rentrer dans le calcul des charges qui sert à calculer l'endettement. Son endettement. Exactement. Et donc, ce qui était en fait a priori fait
par tout le monde, c'est-à-dire que très souvent, quand on a une offre de prêt, l'assurance est inclue dedans et ça sert un petit peu à calculer votre taux d'endettement. Mais c'est vrai que les banques, parfois, faisaient le choix de ne pas l'inclure pour plusieurs raisons. Soit parce que le dossier ne passait pas. Donc ça peut être en effet surtout pour les primos, les seniors, etc. Soit parce qu'aussi ça leur permettait, elles, de pouvoir proposer une assurance de l'autre côté à 0,40, 0,50. De gonfler l'assurance sans passer le taux d'endettement. Donnez-nous un exemple, s'il vous plaît. Par exemple, l'exemple... Oui, que le petit calcul. Alors, par exemple... Pour nous montrer l'impact justement de cette décision. Qui s'affiche si vous nous regardez à la télévision. Ouais. Alors, il n'est pas trop compliqué, ce petit calcul. Non. Donc, je suis partie sur un couple de 35 ans qui emprunte 380 000 euros sur 25 ans. Donc voilà, assez classique. Ce couple-là gagne 4 500 euros par mois à deux. On parle net ou brut ? Net. Net. Donc, s'ils n'incluent pas l'assurance, qui est arrivée pour les primo-accédants, leur mensualité était que de 1 500 euros, donc leur taux d'endettement était de 33,35. Donc ça passe. Pas le mois dernier. Alors ça passait pas le mois dernier, mais depuis qu'on a réussi à 35, ça passe. Voilà. Donc ça, c'est sans assurance. Avec l'assurance de la banque à 0,36, qui est le taux de base, on dépasse le taux d'endettement puisqu'il était à 36%. Eh oui, on est dans le rouge là. On est dans le rouge, exactement. Et finalement, en faisant jouer l'assurance, en faisant jouer la concurrence, en prenant l'assurance externe, qui passe le taux à 0,11, on est à 34%. Eh oui. Donc en fait, ça se joue à rien, mais c'est ce petit rien qui va vous faire oui ou non pour l'acceptation exactement, de l'intégralité du dossier. C'est-à-dire qu'à 36%, le dossier il passe pas et on n'a pas son crédit. Exactement. Donc c'est vraiment primordial. Donc l'assurance emprunteur, elle a un impact énorme finalement sur ce taux d'endettement, mais maintenant qu'il est rehaussé, logiquement il y aura quand même plus de flexibilité et ça sera un peu moins problématique. Le message est passé. Merci beaucoup Astrid Cousin d'avoir été avec nous, porte-parole de Magnolia.fr, et merci à Marie Cœur de Roi que l'on retrouve demain à 10h pour la dernière de la semaine. Merci Marie.